Peut-être faut-il à présent, à ce moment du récit, que j'éclaire un peu ma lanterne, que je vous raconte en détail ce qui s'est passé. Nathalie, ma guide policière, proposait les distractions. Certain tantôt, elle me dit « Si nous allions jusqu'aux îles, leur pré-catalan, un très joli match de tennis doit avoir lieu. » Elle était fervente de tennis, Nathalie. Je voulais lui faire plaisir. C'est entendu. Nous voilà partis. C'était pas extrêmement près, les îles en question. Une petite heure en auto, à cause des encombrements. Tous les sportifs de Leningrad, toutes les familles de commissaires au grand complet, plein les gradins. Et Papoti, et Papota. Il s'agissait d'un tournoi entre Cochet et Koudriache, leur champion. Déjà, fin août, je vous assure qu'on la grelotte à Leningrad. Le vent de la Baltique est sévère, je vous l'affirme. Comme babillage aux alentours, ces demoiselles des bonnes familles. Elles avaient de ces caquets. Pas du tout le public de la rue. Je ne dirais pas des élégantes, mais déjà du vrai confort, des jolies chaussures, au moins 1500 francs la paire. L'élite, en somme, la bourgeoisie. Je me suis fait traduire les conversations. Une petite en short à côté, bien trapue, bien campée, bien appétissante. Elle racontait ses vacances. « Ah, quel voyage, ma chère amie! Ah, si tu avais vu papa! Il était furieux, imagine! Nous n'irons plus sur la Volga. Un peuple cette année! T'as pas idée, les bateaux chargés à faire naufrage, à couler tous, rien que des laboureurs. Ah, mon ami, à quel peuple affreux! » Textuel. Et de dire et de s'exclamer. La fin du match, Cochet gagnait haut la main, l'assistance tout à fait sportive sur tous les gradins, applaudissements unanimes, chaleureux, réchauffés. Nous nous replions avec Nathalie vers la grille du parc, à la recherche de notre voiture. La Packard 1920, que je louais 300 francs de l'heure. Je ne regrette rien, je le répète, il me reste encore des roubles, en Russie, une petite fortune, dans les caisses de l'État. Il m'en reste bien pour 30 000 francs, 20 paires de chaussures. Au moment où nous montons en voiture, survient un monsieur bien poli, soulève sa casquette et de son plus juif sourire m'adresse une petite demande. « Monsieur Céline, cela vous plairait-il de nous ramener à Leningrad? Que nous profitions. Je suis le chef de ligne touriste. Avec mon ami, sommes-nous indiscrets? » Il était parfaitement correct, ce petit chef de ligne touriste. « Mais montez donc, je vous en prie. » Il s'installe auprès du chauffeur. Son copain, il me le présente. Il bafouille un nom. Le copain aussi, bien youtre, mais alors youtre d'un autre modèle, pas un petit filtrat de ghetto. Le modèle satrape, le très imposant pacha, le matiné d'Afghanistan, le costaud pancrace de grande classe, ample et fourni, du creux du coffre de l'abattage, la cinquantaine, de la brioche, du bourlaguet, du foie gras, une vareuse à la poing carré, humblement kaki, ultra sévère. Toute la quincaille au balcon, les motifs d'émail soleil, les ordres plaqués au nichon, toutes les bananes de Lénine, un peu citron des conjonctives, un peu du Bouddha et puis tout à fait insolite. Les moustagaches, deux houpettes bien cosmétiquées, séparées, divergentes, comme on les portait à Londres vers 1912, dans les équipes de cricket, chez les porteurs en voltige, les Commuters of Croydon, les Icare Brothers à l'Empire. Enfin, vraiment, un curieux mélange. Je le bigle de quart, encore un peu, comme ça, tout en brinque-ballant. Les pavés sont abominables. Je me dis, sûrement ce Badour, c'est un ténor de l'aventure. C'est un homme qui a profité dans le communisme. Il est beau. Voici un superbe hasard. L'auto marchait très doucement à cause des terribles fondrières que pour les ressorts, c'est une épreuve. Depuis Catherine, certainement, c'est les mêmes bossus qui pavent. Et je vous assure qu'ils sont cruels. C'est ça le vrai charme de cette ville. Elle reste un musée dans son jus. Rien ne pourra jamais la changer. Faut voir les Russes au travail. Ils rappellent le régiment, au poil. Ce sera toujours les mêmes ornières, un peu plus creuses, et puis c'est tout. C'est l'Asie, quoi. C'est l'Asie. Toutes les voitures, elles en crèveront. À peine un immeuble neuf depuis la Bolchevique 17, le strict absolu nécessaire. Le GPU, autre chose, ça aurait juré. Pourquoi faire? L'autre opulent, ce ténor Bouddha, voilà qu'il se met à parler entre les chaos. Ah, mais je trouve qu'il est cordial.
Et puis même qu'il est spirituel et tout, et qu'il est carrément jovial. Enfin, voici un Russe qui cause, qui est drôle en plus, et qui a l'air tout déboutonné, à plaisir, qu'on rajoute. C'est étonnant, qui a pas un barillet dans le cul, qui a pas l'air de se gratter du tout. Il semble penser tout haut. C'est le premier. Il parle anglais comme père et mère. On se comprend. C'est bizarre. À mesure que je l'entends, il me semble que sa voix, je la reconnais. C'est pas moi qui pose les questions, c'est lui qui adresse. Et il me fait: Monsieur, aimez-vous la Russie? Et vous, dear sir, est-ce qu'elle est bonne? J'ai pas l'habitude de ruser, je suis d'un naturel assez simple, j'aime pas les mystères. Puisque mes impressions le passionnent, je vais lui faire part immédiatement de mes réflexions, qu'elles sont pas très favorables. Nathalie se recroqueville dans le coin opposé. Elle me fait du genou. Très inoffensif, à vrai dire, tout ce que je proclame, que j'aime pas beaucoup leur cuisine. Et moi, la cuisine, ça me laisse tiède. Que j'aime pas l'huile de tournesol, j'en ai le droit. Que bagne pour bagne, il pourrait mieux. Que c'est un mauvais ordinaire de prison, bien mal tenu. Enfin, des futilités. Que les concombres, c'est pas digeste. Que les cafards plein les crèches. Je payais la mienne 300 francs par nuit. Ça faisait pas un progrès sensible, qu'ils avaient tous l'air dans la rue à première vue, médicalement, leurs travailleurs, régénérés, d'une terrible débâcle de cloches, effroyablement anémiques, chlorotiques, flappis, une vraie retraite de Russie, décavée jusqu'au rat à moelle, que ça me surprenait pas du tout avec leur genre de régime, que moi-même, avec Nathalie, tout en flambant des sommes orgiaques, on n'arrivait à se nourrir qu'avec des galetouzes bien suspectes. À vous couper net le sifflet, des brouets si équivoques, des petits arrière-goûts si sûrs, incroyables. Si je parlais tant de Boustify, dont je me fous énormément, c'est parce que là-bas, n'est-ce pas, ils se proclament matérialistes, tout pour la gueule. C'est leur gloriole, le matérialisme. Alors je faisais des remarques matérialistes, qui étaient dans la note. Des choses que devait comprendre ce beau sénateur bonzoïde. Ça ne l'a pas mis en colère, mon impertinence. Il se fendait même les babouines de m'entendre avec mes sarcasmes. Persiflu. Il se tamponnait de rigolade dans le fond du bahut. Ça n'avait pas l'air de le froisser. Nathalie n'emmenait pas large. Quand j'ai eu fini enfin de faire comme ça le bel esprit, il est revenu à l'assaut d'une autre manière. Il s'est enquis d'une autre façon. Il paraît que M. Céline n'aime pas beaucoup nos hôpitaux. Ça y était, cette provocation m'avait en instant suffi. Un éclair m'avait débrouillé la mémoire. Je me retrouvais parfaitement. Je lui réponds coup sur coup. Mais si, M. Borodine, quelle erreur navrante, mais j'en suis enthousiastique de vos hôpitaux, voyons. Vous êtes, pour ce qui me concerne, très mal renseigné. À mon tour, puis-je me permettre, puisque nous sommes aux confidences? C'est un nouveau nom, n'est-ce pas, Borodine? Il se fondait de mieux en mieux. Là-bas, à Dartmoor, sur la lande, quand vous fabriquiez des petits sacs, vous vous appeliez... Et vous là-bas, M. Céline, à Hercule Street, est-ce bien exact, quand vous preniez des leçons d'anglais à la jaune cantine au Courage, sous le grand pont, suis-je dans l'erreur? Waterloo, Waterloo, over the bridge, la gare des morts. Vous êtes un fils de Dora, top là, top, top. Vous en êtes un autre, il faut l'avouer haut et fièrement. On s'est serré la louche en force, c'était plus la peine de prétendre. Il avait énormément forci et jauni. Je l'avais connu très mince et très pâle. Et cet excellent Hubelblatt, hein? Toujours myope, toujours lecteur en pensée. Ah, il évoquait une époque. C'était amusant comme souvenir, Hubelblatt. Il m'a bien servi à Anvers, vous savez, M. Céline. Hubelblatt. Je suis resté 3 mois chez lui, dans sa cave, mon ami, dans sa cave. Pas un rat dans sa cave, je vous garantis. Mais que de chats, mon Dieu, tous les chats d'Anvers. Quels chats! Bien vrai, dans la cave, comme Romanov. 17. Quel âge avez-vous donc, Céline? Doucement, chauffeur. Il commande à présent. Doucement, faites le tour. Il faut que je parle encore à mon ami, le gentleman. Toujours Ferdinand la migraine? Ah, l'on ne se retrouve pas tous les jours. Enthousiastique. Encore, il partait à se marrer. Hubelblatt non plus, d'ailleurs. Il avait bien promis, ce cher, de passer pourtant encore une fois, me faire une petite surprise, une petite visite, en véritable camarade. Comme cela, sans cérémonie, pour son retour de Pékin. Il avait promis. Il y va de moins en moins, n'est-ce pas, à Pékin, n'est-ce pas, il me semble. Je ne suis plus très au courant, M. Borodine. Il est fantasque, ce Hubelblatt, savez-vous. Imprévisible, en vérité. Il a préféré reprendre encore ce sale bateau. Il n'aime plus le transsibérien. Il se ramponnait la brioche. Quel voyage! Terrible détour. La mer Rouge, vraiment. Un bien disgracieux voyage, en vérité. On s'en esbaudissait tous deux, tellement c'était drôle, tout ce détour de Hubelblatt.
Et vous alors, monsieur Céline, vous n'aimez pas la Russie, pas du tout. Mais vous aimez bien au moins notre grand théâtre. Vous êtes raffiné comme un lord, monsieur Céline, pas seulement pour les hôpitaux. Mais vous êtes raffiné comme un duc, un grand duc, monsieur Céline. On vous voit beaucoup au foyer de la danse. Suis-je mieux renseigné? Nathalie n'avait rien à dire. Elle regardait loin, très loin, la rue. Elle se faisait menue, toute petite. Vous voulez bien, monsieur Céline, que je vous pose une question. Une question vraiment personnelle. Une vraie question d'ami, un peu brutale. Je vous écoute. En cas de guerre, de quel côté seriez-vous? Avec nous ou avec l'Allemagne, monsieur Céline? Le petit youtre de ligne touriste sur le siège avant, il se démanchait pour mieux entendre. J'attendrai, je verrai bien, monsieur Borodine. J'applaudirai comme au tennis, au plus adroit, au plus tenace, au plus corsaire, au plus fort. Je m'intéresserai. Mais les plus forts, c'est nous, cher monsieur. Tous les experts vous le diront. Les experts se trompent parfois, les dieux se trompent bien. Nous avons des exemples. À ces mots nets, le voilà qui change de contenance. La colère le saisit immédiate. Il sursaute, il bafouille, il s'agite. Il ne tient plus sur la banquette. Le feu lui monte d'entendre les bafouillages pareils. Une vilaine rage de Chinois. Oh, ami, qu'il suffoque. Vous dites des choses si imbéciles. Chauffeur, faites donc le tour un peu par Ouquet. Vous ne connaissez pas, monsieur Céline. Ouquet. Ouquet, cela ne vous dit rien. Vous ne savez pas. Ouquet. Non, jamais on ne vous a parlé de Ouquet. Nous allons avec mon ami vous montrer Ouquet. Passez, chauffeur, tout doucement, là, ici, devant. Regardez, Céline, ces maisons si basses, si trapues. Voyez-vous bien close, c'est le quartier de Pierre-le-Grand. Ici, monsieur Céline, je vous le montre, c'est là. C'est là qu'il venait s'amuser. S'éduquer un peu les personnes qui causaient un peu de travers, qui ne voulaient pas causer, qui répondaient mal aux questions. Elles faisaient tellement de bruit, ces personnes, des bruits si forts, quand elles s'amusaient avec Pierre, quand elles commençaient à reparler, qu'elles retrouvaient leurs paroles. Un tel vacarme des poumons, monsieur Céline, de la gorge. Ok, comme ça, ok, comme cela, si fort, qu'on n'entendait plus que leurs cris, à travers tout le quartier, à travers toute la Neva, jusqu'à Pierre et Paul. C'est encore le nom qu'on lui donne à ce quartier, ok. Regardez bien, monsieur Céline, toutes ces demeures si trapues, si profondes, bien closes. Ah, c'est un vraiment beau quartier, on ne fera jamais mieux. Vous voyez un peu du dehors, mais alors à l'intérieur, un très grand tsar, Pierre Ier, un très grand tsar, monsieur Céline. L'auto ralentissait encore, au pas. Nous avons eu tout le temps de parcourir toutes les rues, de bien visiter en détail, en détour, l'ancien Ouquet, comme ça, toujours en plaisantant. Propos des appareils dont se servait le tsar pour mettre de l'animation dans les confidences, pour faire venir la confiance, l'affection. De la confiance, monsieur Céline, de la confiance. Pourtant, il fallait en finir, revenir à l'hôtel. Nous allions encore au théâtre avec Nathalie. Il connaissait, Borodine, encore bien d'autres histoires, excellentes, des vraiment splendides anecdotes sur Pierre Ier. Nous étions devant notre porte. Il ne m'en voulait plus du tout. Nous ne pouvions plus nous quitter. Allons. Montez me voir, sans faute. Tenez, demain, à l'Astoria. Nous dînerons tous les trois avec Nathalie, dans ma chambre, sans façon, en camarade, n'est-ce pas? En camarade. Je vous raconterai des aventures extraordinaires, des faits, seulement des faits, sur la Chine. Et puis, venez donc à Moscou. Là-bas, nous avons des choses encore beaucoup plus curieuses à regarder, que je vous montrerai moi-même. Pourquoi rester à Leningrad? Venez donc, confiance. Pourrais-je visiter le Kremlin? Tout ce que vous voudrez, Céline. Vrai de vrai. Je crache. Les caves aussi. Toutes les caves. Encore un bon sujet pour rire. On en gigotait sur le trottoir de drôlerie. Je peux emmener mon interprète. Mais certainement, bien sûr. À fond le Kremlin. À fond. Promis. Juste un mot par le téléphone et je vous fais prendre. Ah, que penserez-vous, tout exagérément? Ce garçon exagère, voyons. Ces bolcheviks, ces bombes entre les dents, ne sont pas si désastreux. Ils n'ont pas tout écrabouillé quand même. Tout réduit en poudre infâme. Vous me prenez sur le vif. Ah, la remarque est pertinente. Ainsi, tenez, leur théâtre, admirablement préservé, très exact, beaucoup mieux que leur musée, qui présente je ne sais quel aspect de brocante, de saisie warrant, mais leur théâtre, en pleine splendeur, incomparable, éblouissant.
L'intérieur surtout, les bâtiments, l'édifice, toujours un peu caserne, colosse, un peu boche. Mais l'intérieur, les salles, quelle prestigieuse parure, quel transport, le plus beau théâtre du monde. Mais le Mariinsky, sans conteste, aucune rivalité possible. Lui seul vaut tout le voyage. Il doit bien compter dans les 2000 places. C'est le genre du Grand Gaumont, du Roxy, pour l'ampleur. Mais quel style, quelle admirable, unique réussite. Quel ravissement. Dans le genre mammouth, la perfection, léger, on ne peut mieux, du mammouth léger, aérien de grâce, décoré tout de bleu ciel, pastel filé d'argent, autant de balcons, autant de cernes, franges d'azur en corbeille, le lustre, une nébuleuse d'étoiles, une pluie suspendue, cristallin, toute scintillante. Tout le parterre, tous les rangs en citronnier, résilles de branchage au ton passé, bois tourné, velours sur pastel, un éparpillement de palettes, une poésie dans les sièges, le miracle même, opéra de Paris, Milan, New York, Londres, délire de bain turc, pâtisserie dégorgée d'un grand gousier mort. Ce serait comparer vraiment le Mont-Saint-Michel au Sacré-Cœur, notre grand oriental lavabo. Pour vous convaincre, vous irez peut-être vous-même à Leningrad, vérifier, réclame absolument gratuite. Je pourrais encore, avec un peu d'espace, ce serait très facile, jaboter descriptivement, mais le temps, vous dépeindre de mon mieux tant d'autres prodigieuses perspectives, et évoquer dans la mesure de mes dons futiles toute la majesté de ces impériales demeures, leur baroque aussi, leur cocasse et d'autres châteaux, toujours plus grandioses, devant la mer, bien d'autres élans magnifiques de sculpture et de grâce. Et puis l'esplanade du palais d'hiver. Ce vélodrome pour éléphants, où l'on pourrait perdre sans le savoir 2 brigades, entre 2 revues, 2 charges, et puis tout autour, en pourtour, tout un gratte-ciel écrasé, fainéant, couché, tout en éventail, à 100 000 petits trous, lucarnes et pertuis, les bureaux du tsar. Je vous parle du Mariinsky avec un tel enthousiasme. Je vous vois venir, toujours suspicieux, j'avoue. Minute. Avec Nathalie, nous fûmes de toutes les soirées. Nous avons tout admiré, tout le répertoire. Et la dame de pique, 6 fois. Dame de pique mélodique, vieille garce. Lutine sorcière, trumeau faisandé, impératrice des âmes. Pique, attend au fond du cœur russe, l'âme. L'heure des fêtes du charnier. Dame de pique, messe inavouée, inavouable, charme de tous les meurtres, flamme sourde de massacre, mutine au fond d'un monde en cendres. Un jour, la flamme timide remontera, jaillira plus haut, si haut, bien plus haut que le plus haut clocher d'or. La flamme en attente vacille, grelotte, berce, toute la musique haletante, plus tendre, berce le hasard. Trécartas, 3 suicides, au jeu de la reine dans les griffes de la momie. 3 suicides doucement montent de l'orchestre chaque soir, dans les rouleaux d'énormes vagues brûlantes du fond, qu'aucune police ne sait voir. 3 petits oiseaux de suicide s'envolent, 3 âmes menues, si menues, que les vagues emportent furieuses, je vous dis, grondantes, mugissantes, du fond du monde, que la police ne voit pas. La vieille carne, corbeau de tous les âges, douairière tout en meurtre, en bigousie, en falbala, vaporeuse de guépure, en crève chaque soir, chantant au bord de l'abîme, tant de pourritures cascades d'un corps si menu, si frêle, tant de choses dans un torrent d'arpèges, étouffe l'auditoire, tous ces Russes, étranglent, trécartassent, foule maudite, Russes blêmes, fourbes, conjurés, que personne ne sorte. Votre destin va s'abattre un soir dans une trombe d'accords. Le fou là-haut va sortir votre carte, trécartas. L'officier au jeu de la reine. Qui bouge? Du vieil enfer, tous les démons en queue d'étoupe bondissent, jaillissent, gigotent.
Toutes les joies, regrets, remords s'étreignent, cabriole de toutes les haines, de tous les gouffres, il en surgit, sarabande, de l'orchestre tout en feu, toutes les âmes et les supplices arrachent les violons. Le malheur hante, canaille, rugit, ouvre son antre. La vieille s'écroule, elle n'a rien dit. La dame de pique avait tout à dire, pouvait tout dire. Pourtant, elle ne pesait rien, moins qu'un flocon de laine, moins qu'un oiseau qui chavire, moins qu'une âme en peine, moins qu'un soupir du destin. Son corps, dans cette chute, ne fit le moindre bruit. Sur la scène immense, petit monstre fripé, tout en papillote. La musique est plus lourde, bien plus lourde que ce petit froissement d'étoffe. Une feuille morte et jaunie, soyeuse, s'abat, tremblante sur le monde. Un sort